Le Fort-Laprès a accueilli durant 4 jours au mois d'août un bivouac napoléonien, restitution historique avec le 16e régiment d'infanterie légère dans le plus vieux fort de l'île de Ré. Cette présentation militaire était bien entendu ouverte au public pour représenter la vie d'un soldat pendant l'Empire sous le règne de Napoléon Ier, dit Napoléon Bonaparte. Île de Ré TV, toujours en manœuvre, est allé rencontrer ses hommes de terrain, à savoir Étienne-Antoine Ribière, capitaine adjudant-major, et Jean-Louis Dutel, président de l'association de reconstitution napoléonienne du 16e régiment d'infanterie légère, qui nous exposeront dans un instant la vie de ces soldats et ils nous éclaireront aussi sur le personnage de l'empereur français. Auparavant, le mot de Sonia Le Seigle, directrice du Fort-Laprès. Alors, le bivouac napoléonien est là pour la 4e année. C'est une rencontre qui est issue de cet événement. Le trésorier de l'association à qui appartient le Fort-Laprès a rencontré ces bénévoles passionnants dans l'Est, puisque c'est une association qui vient de Reims, et leur a proposé de venir faire des démonstrations ici à l'île de Ré chaque année au mois d'août. Ça intéresse beaucoup les gens en fait de connaître la vie des soldats napoléoniens, justement à cette époque, donc qui viennent bivouaquer ici, c'est-à-dire qu'ils ne dorment absolument pas à l'hôtel, ils dorment dans leur campement, ici le soir, avec feu de camp. C'est une vraie reconstitution de A à Z, y compris quand les portes du fort sont fermées au public. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Louis Dutel, je suis le président de l'association de reconstitution napoléonienne, le 16e régiment d'infanterie légère. Et nous sommes ici pour animer ce fameux fort Vauban, le Fort-Laprès, pendant 4 jours, pour présenter les évolutions, les manœuvres de l'infanterie telles que ça pouvait se pratiquer il y a 200 ans. C'est une époque qui a permis de mettre en place un certain nombre de choses, notamment les bases de la France dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est un petit peu la pré-industrialisation. Et puis, comme vous le voyez, c'est le prestige de l'uniforme. C'est aussi une manière de rejouer en réel ce qu'on faisait quand j'étais plus petit avec des soldats de plomb. On est une quinzaine aujourd'hui, ici présents. Un certain nombre sont là depuis très longtemps, dont maîtrisent les manœuvres. D'autres viennent d'arriver et donc il faut arriver, comme il y a 200 ans d'ailleurs, à amalgamer tout ça et faire en sorte que tout le monde puisse manœuvrer de concert. On se base sur les règlements de l'époque. En l'occurrence, le règlement des manœuvres de l'infanterie de 1791, donc Révolution, bien avant l'Empire, un peu avant l'Empire, pardon, et qui nous décrit très précisément ce que doivent exécuter les soldats, ce qu'ils doivent mémoriser pour pouvoir ensuite manœuvrer au sein d'unités beaucoup plus grandes. Portez vos armes. Sergent. À l'appel. Une fois que les soldats maîtrisent un peu mieux les rudiments, on passe à l'étape qui est la plus spectaculaire, entre guillemets, qui est le feu. Donc on leur apprend à tirer avec les fusils tels que vous pouvez les voir sur ma droite, en faisceau. Et donc là, c'est assez spectaculaire. Il y a de la fumée, il y a du bruit, et c'est relativement vivant et dynamique. Pour une charge en 12 temps, 18 mouvements. Portez vos armes. Premier rang, un pas en avant, marche. Apprêtez vos armes. Joue. Feu. Ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa grande capacité de travail, puisqu'il pouvait passer des sujets aussi bien militaires que littéraires, que scientifiques, que industriel, qu'organisationnel, aussi bien quand il était dans son palais à Fontainebleau que quand il était à Moscou, à des milliers de kilomètres de la France. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant qui a permis de faire ce que nous sommes aujourd'hui. Indéniablement, c'était un grand tacticien, si ce n'est le meilleur d'entre eux, je pense. En fait, il avait cette capacité à intégrer tout ce qui avait été fait avant lui. Contrairement à notre époque actuelle, il y a 200 ans, il y a 300 ans, il y a 400 ans, les gens pouvaient écrire, théoriser leur pratique, ce qu'ils pouvaient vivre sur le terrain. Napoléon a su prendre la quintessence de tout ce qui avait été fait avant, Jules César, Alexandre le Grand, Louis XIV, Frédéric II de Prusse, et a pu
sur une période très courte et avec des masses assez considérables, synthétiser et rendre le plus efficace possible toutes ces théories mises en pratique par ses prédécesseurs et faire en sorte que pendant les 15 années de son règne à peu près, il a été quasiment le meilleur des généraux de cette époque. La plus grande victoire, la plus célèbre, Austerlitz, un an après le sacre, 2 décembre 1805. La plus célèbre défaite, peut-être, alors, j'aime pas sortir ce mot, mais pour nous Français, Mont-Saint-Jean, on va dire Waterloo, puisque tout le monde connaît ça. Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour, je m'appelle Étienne Antoine Ribière, je suis capitaine adjudant-major au 16e régiment d'infanterie légère. Ce régiment était composé de 4 bataillons et dans chaque bataillon 6 compagnies. Donc 4 compagnies de chasseurs, qui sont les compagnies dites du centre, et 2 compagnies d'élite, une compagnie de carabiniers et une compagnie de voltigeurs. Les carabiniers sont l'équivalent des grenadiers de l'infanterie de ligne, plutôt des gens grands, et qui vont aller plutôt au combat rapproché des gens aguerris. Et les voltigeurs qui sont l'autre unité, des gens peut-être plus petits, plus mobiles, voilà, et qui sont aussi considérés comme troupes d'élite. Dans chaque compagnie, 140 hommes, d'accord, donc vous multipliez par 6 et vous multipliez par 4 pour avoir le total d'un régiment entier. En général, la règle disait 3000, environ presque 3500 hommes. Vous pouvez le remarquer, nos uniformes sont de couleurs plutôt chatoyantes, donc bleu pour l'armée française, blanc pour les Autrichiens, vert pour les Prussiens et pour les Russes, gris pour les Prussiens et rouge pour les Anglais. Et donc on cherche surtout à se reconnaître parce que lors des séances de tir, ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de fumée. Et l'important est dès que ça se dissipe, de pouvoir se reconnaître tout de suite. Donc si je vois quelqu'un en bleu, je sais qu'en général c'est un soldat à moi. Voilà, et ça c'est plus facile pour se reconnaître à ce moment-là. Qu'à l'heure d'aujourd'hui, on cherche à se camoufler. Bien évidemment. Les tentes que vous voyez donc, sont des tentes dites de soldats. Ces tentes, donc là je dors tout seul puisque je suis un officier, mais sinon on dort à 8 dans ce genre de tente. Donc il faut l'imaginer tête bêche, la tête sur le sac, le havre-sac, et les fusils sont mis en faisceau à l'extérieur. Les soldats dormaient dehors. Ça c'est la grande majeure partie dormait dehors. Et par tous les temps. Par tous les temps, bien évidemment, sauf quand ils arrivaient dans une ville, arrivaient à avoir ce qu'on appelait un billet de logement, c'est-à-dire qu'ils étaient logés soit chez l'habitant, donc vous imaginez bien que l'habitant il était forcé d'héberger ses soldats ou ses officiers, ou alors dans des églises, dans des grandes casernes, voilà, tout était réquisitionné dès qu'on avait conquis une ville. Mais ce n'était pas toujours possible, parce que je le rappelle comme tout à l'heure, si on arrive à 100 000, une ville n'est pas capable d'absorber 100 000 soldats d'un coup. Donc on va un peu plus loin, dans des hameaux plus loin, dans des villages plus loin, dans des villes plus loin. Et puis s'il n'y a pas de place, on dort dehors. L'empereur Napoléon a mis en place la conscription. Donc à la classe d'âge de 20 ans, dès que vous aviez 20 ans, vous étiez amené à faire un tirage au sort. Et donc soit vous tiriez un numéro qui vous exemptait, voilà, donc là vous aviez la chance d'avoir un sursis, on va dire. Soit vous preniez un numéro qui vous emmenait directement donc à la conscription pour être militaire. La gloire et l'honneur. Voilà, ça c'est des mots qui ressortent notamment dans les écrits. Voilà, la gloire et l'honneur. Quand on revient dans son village auréolé de gloire et d'honneur, si en plus on a pris un peu de sous au passage, forcément c'est des valeurs qui à l'époque sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, vous parlez d'honneur, de gloire, ça a moins d'intérêt, ça porte moins. Voilà, mais à l'époque, voilà, ça ce sont des vraies valeurs. Et donc le métier des armes, pour certaines personnes, même si elles ont été obligées, pour certaines personnes, ça avait une vraie valeur. Et quand on revenait, et puis bon, on le voit, on est allé au marché de la flotte, on se balade dans le marché dans cet uniforme, les gens nous regardent, les filles nous sourient. Mais comme tout militaire de tout pays, lorsqu'il est en uniforme, ça plaît. Voilà. Donc ça fait craquer les filles. Tout à fait.